Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus et merci aussi à ceux qui sont connectés en visio. Bienvenue à la restitution du forum Codatu Bogota 2023. C'est un forum qui a eu lieu donc à Bogota en Colombie du 26 au 28 juin 2023. Pour introduire cet événement, je vais inviter François Durovray, Christophe Hugues, directeur général adjoint de Vinci Autoroute, qui nous accueille d'ailleurs dans les locaux de Léonard, qui est une filiale de Vinci. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Bienvenue. Je suis très heureux d'accueillir chez Léonard aujourd'hui, de vous accueillir aujourd'hui chez Léonard pour cette restitution du Forum de Bogota. Alors Léonard, c'est une structure spéciale chez Vinci. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation qui travaille sur la transformation des métiers du groupe Vinci. Alors que ce soit les métiers de la construction, les métiers de l'énergie, des concessions et les métiers des mobilités. Alors, moi je suis Christophe Hugues, je suis directeur général adjoint de Vinci Autoroute et les mobilités c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc on travaille beaucoup avec Léonard, notamment sur tous les sujets autour de la grande transformation du domaine routier. Parce que la situation qu'on a en France, elle est finalement assez similaire à celle qu'on observe dans beaucoup de pays dans le monde, à savoir que la majorité des flux, à la fois de personnes et de marchandises, passent par la route. Et la route est également un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc nous travaillons avec Léonard et avec d'autres organismes sur des grands plans de transformation du système routier, du système autoroutier, qui sont principalement basés sur 5 grands axes. Le premier, c'est le développement des mobilités partagées, sujet qui va être à l'honneur ce jour. Le deuxième, c'est l'accueil des véhicules décarbonés, véhicules électriques, poids lourds électriques, autoroutes électriques. Le troisième, c'est tout ce qui est autour de l'innovation associée à la fluidification du système routier, donc la communication infrastructure véhicules, les véhicules autonomes. Là aussi, Léonard joue un rôle très fort avec quelques grands projets qui sont en cours. Le quatrième, les énergies renouvelables. Et le cinquième, c'est l'adaptation à travers la résilience de l'infrastructure au changement climatique et son intégration dans les milieux naturels. Alors, ce sujet des mobilités partagées, je le disais, c'est un sujet important parce que dans les grandes solutions qu'on a pour décarboner les transports, il y en a 2 qui tiennent la corde. Il y a tout ce qui est autour des nouveaux véhicules et puis il y a tout ce qui est développement du transport en commun sur l'autoroute, du covoiturage, tout ce qui est lutte contre l'autosolisme. Donc c'est dans ce cadre-là que Léonard et Vinci Autoroute se sont associés avec Codatu pour participer à ce forum de Bogota. On était représenté par André Brotteau, qui est un expert mobilité reconnu et qui va nous faire son retour d'expérience tout à l'heure. C'était un forum qui était très inspirant. Ce qui se passe à Bogota est extrêmement efficace et intense en termes d'utilisation du système routier pour de nouveaux usages. 130 km de voies réservées pour des bus express, 2 millions de voyageurs par jour. C'est un système qui fonctionne très bien avec énormément d'utilisateurs. Nous travaillons au développement, notamment avec le président Durovray, de ce modèle de bus express sur route, sur autoroute, autour des agglomérations, de pôles d'échange multimodaux. On a un bel exemple dans le sud de Paris, au niveau de Longvilliers, qui permet aux voyageurs pendulaires du quotidien de rejoindre via l'autoroute les hubs ferrés de Massy et Orsay. Mais on a aujourd'hui 3000 passagers par jour, 3000 voyageurs par jour, donc 2 millions. On voit qu'on a encore beaucoup de travail, donc sûrement beaucoup d'inspiration à tirer de tous ces échanges. Voilà, je ne dis pas plus, je vous souhaite à nouveau de riches débats et je vous souhaite encore la bienvenue chez Léonard. Merci à tous. Vous voulez pas rester avec nous, Christophe? Je reste là. Non, je voulais d'abord vous remercier, Christophe, de votre accueil ici à Léonard. On a profité déjà de ce lieu magique pour le conseil d'administration et le club affaires de Codatu ce matin et on poursuit pour cette restitution de la conférence régionale de Bogota et vous remercier également de la part que vous avez pris à l'organisation
de ce forum. C'est vrai que l'idée était venue d'échanges que Codatu a pu avoir avec Transdev, et j'en profite pour remercier Laurent. C'est Thierry Mallet voilà, Laurent Mazy qui représente Transdev aujourd'hui et qui prendra la parole juste après moi. Moi, je voulais il va y avoir des débats et je pense que Lucille, je ne sais pas exactement comment, elle s'est beaucoup préparée, Lucille, à la préparation, à l'organisation de cet après-midi. Et vous inquiétez pas, d'ailleurs, tout va bien se passer. Mais Lucille a prévu un contenu, j'imagine, très dense de restitution. Je voulais vous dire 3 choses simplement en ouverture. La première, ça fait écho à ce que Christophe évoquait tout à l'heure. Moi, je suis un élu local sur un territoire, l'Essonne, avec plein d'atouts et quelques handicaps. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse à la question des mobilités, moi, j'ai la chance d'avoir un poste d'observation assez extraordinaire et je mesure à quel point, sur les mobilités, on peut apporter des solutions nouvelles dès lors qu'on raisonne et qu'on fait foisonner l'infrastructure avec les usages. Et ce que nous avons vu à Bogota, je crois, faisait écho, en tout cas, moi en tant qu'élu local français, à ces problématiques-là et à la capacité que les territoires ont à apporter des solutions nouvelles de mobilité sur la vie quotidienne en travaillant intelligemment entre l'infrastructure et les usages qu'on peut en faire. Et c'est peut-être une leçon d'ailleurs que le Sud a apporté à un élu du Nord, parce que je suis allé là-bas et les voyages forment la jeunesse. J'ai voyagé, je suis peut-être un peu moins jeune, mais en tout cas j'ai retenu ça de Bogota et je trouvais que c'était particulièrement éclairant. Au-delà de ça, je voulais dire que c'est un rendez-vous qui pour moi a été particulièrement réussi, compte tenu de la qualité de l'organisation, de l'engagement de tous nos partenaires, vraiment que je veux encore remercier, du dialogue académique que nous avons. On a été à l'université des Andes et j'ai vu à quel point ce travail académique, la formation des acteurs de la mobilité était important chez nous comme chez eux, et combien on peut là aussi travailler ensemble sur ces questions. J'ai retenu une forme de maturité aussi, à la fois en Colombie mais plus largement en Amérique latine, parce qu'on a eu beaucoup d'acteurs latins qui se sont rendus à Bogota, une forme de maturité sur la compréhension des sujets, sur la capacité peut-être à les porter. Et je crois que ça aussi, ça a permis, ça va permettre à Codatu et à tous nos partenaires de réfléchir aux nouvelles solutions qu'on peut apporter sur les territoires avec lesquels nous travaillons. Donc je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais c'est en ouverture ce que je voulais partager, dire que ce format de conférence régionale était, on a parlé ce matin en conseil d'administration de la futur rendez-vous international en 2025, mais l'idée de conférence régionale adaptée à des territoires, et on évoquait ce matin la question du bassin méditerranéen, qui est sans doute un espace de dialogue intéressant. On va essayer, sur la base de ce qui s'est passé à Bogota, de le reproduire à l'avenir. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont fait la réussite de ce rendez-vous à la fin du mois de juin. Un grand merci à Lucille, parce que c'est vrai qu'avec l'équipe sous l'autorité de Jean-Jacques et des bénévoles, Lucille a été à la fois la cheville ouvrière et l'artisane on ne dit pas artisane, on va l'inventer artisane, l'artisane l'artiste, oui, l'artiste encore plus beau, l'artiste de cette conférence. Et puis maintenant, la parole est à Laurent, et puis ensuite aux échanges entre nous. Je serai obligé de partir vers 15h, enfin même un peu avant, puisque je vais parler EHPAD ensuite au Congrès des maires. Ce n'est pas le même sujet, mais là aussi, il y a besoin de dialogue. Laurent, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc rapidement, déjà pour excuser Thierry Mallet qui ne peut pas être avec vous aujourd'hui. Il a évidemment piloté aux côtés du président du Revray la délégation et l'ensemble des visites sur place à Bogota. Comme vous le signaliez, c'est de notre point de vue, et je pense que tous ceux qui ont participé soit à son organisation et ensuite ont pu profiter évidemment à la fois des débats et des visites sur place, un véritable succès qui nous incite, on en a discuté il y a quelques jours avec Lucille, à imaginer un second forum
régionales au niveau de l'Amérique latine, alors Bogota ou d'autres cités. On peut peut-être aussi imaginer un autre pays, on mettra l'Argentine entre parenthèses peut-être. Peut-être que le ministère des Transports sera rayé de la carte d'ici quelques semaines avec le nouveau président, on surveillera cela. Ce qui est intéressant de mon point de vue, et ici je souhaite remercier évidemment Léonard qui nous accueille aujourd'hui, mais qui nous a aussi permis finalement de financer et d'organiser le forum à Bogota. Moi, ce qui m'a le plus marqué finalement, puisqu'on a parlé aussi évidemment de l'infrastructure connectée aux usages, et on voit bien que les débats nationaux qu'on a en ce moment sur comment est-ce qu'on déploie au niveau national l'ensemble des services express métropolitains avec une brique très importante sur les cars express. On est tous engagés et je remercie le président d'avoir contribué fortement à cette prise de conscience nationale. Mais pour revenir à Bogota, moi ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est le lien en fait, qu'ils font avec l'urbanisme et l'enjeu social et territorial. Des infrastructures de transport. Voilà, on n'a pas mis en place des câbles pour le plaisir de survoler finalement des quartiers défavorisés. Non, derrière, il y a un projet important, politique, avec tous les enjeux sociaux et territoriaux, bien évidemment, qu'on a à l'esprit. Et c'est pour ça que finalement, la décarbonation, si on doit s'inspirer de ce qui se passe en Amérique latine et notamment en Colombie, de mon point de vue, la décarbonation ici, elle doit être moins prise par un prisme technologique, mais plus au regard des enjeux, et ils sont très forts, pas seulement démocratiques, mais sociaux et territoriaux de la mobilité. Et évidemment, quand on pense à toutes les personnes qui aujourd'hui sont éloignées des services partagés qui leur permettent à la fois de faire un gain de pouvoir d'achat quand on est moins dépendant de la voiture et ensuite de se sentir moins isolé d'un projet politique global. Voilà, donc il y a beaucoup d'inspiration effectivement de ce voyage et de l'ensemble des débats qu'on a eus à l'université. Donc merci à tous et puis évidemment aujourd'hui on va avoir quelques inputs, quelques retours, quelques regards d'experts qui vont prolonger le débat. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Pour nous transporter au-delà des mots à Bogota, il y a donc une vidéo du groupe Transdev qu'on va pouvoir diffuser maintenant. Ce sera une bonne introduction pour la suite. Se empezó el sueño de contar con un sistema de transporte masivo y rápido para que Bogotá pudiera ser más competitiva y seguir avanzando. Hoy queremos que Transmilenio siga aportando a la construcción de una movilidad eficiente, acorde a las necesidades de nuestra ciudad. Para esto, trabajamos en un sistema intermodal que permita la integración entre diferentes modos de transporte, como los buses zonales y troncales, el transmicable, el metro y las bicicletas. Un sistema sostenible en términos ambientales, financieros y operacionales. Proyectamos un crecimiento en la infraestructura para que a 2036 cada habitante de Bogotá pueda acceder a menos de 1 kilómetro de distancia donde se encuentre al sistema integrado de transporte público masivo. Buscamos el mejoramiento de la experiencia de viaje del usuario, incrementando la seguridad y la confiabilidad en el sistema. A través del mejoramiento continuo de nuestro servicio, construimos y proyectamos una Bogotá mejor para todos. Merci beaucoup à vous trois pour cette ouverture. Maintenant, pour aller un petit peu plus dans le détail des conclusions qu'on tire de ce forum, on aimerait depuis l'Université des Andes et depuis Codatu apporter un peu quelques idées à retenir. Donc Alvaro de l'Université des Andes n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il a enregistré une vidéo pour nous présenter ses conclusions de cet événement. Donc on va diffuser cette vidéo. Bogota has become a benchmark in urban mobility, not only because the famous Transmilenio bus rapid transit system, but also because its comprehensive approach for sustainable and inclusive mobility and transportation. Nowadays, Bogota make 8% of daily trips in bicycle. Therefore, is known the world capital of cycling.
In addition, Bogotá completed the second larger fleet of electrical buses in the Global South. But that's not the end of the story. In the next future, Bogotá will complete 2 new metro lines and will implement technological upgrades to fight congestion. My name is Álvaro Rodríguez. I am professor of civil and environmental engineering at Andes University in Bogotá, Colombia. Last June, Bogotá hosted the CODATU Forum. At Andes University, we received a lot of people from different countries around the world. We are very proud to organize this event with CODATU and Transdev. From the 26th to the 28th of June, over 200 people, including personalities, mobility experts, officials of different countries, had the opportunity to join this event in Bogotá. Plenary sessions, technical visits, and networking were the spaces for sharing insights and best practices. During that day of sessions at the university, we addressed mainly 5 topics: organizing mobility, financing mobility, providing alternatives for motorized transportation, providing inclusive and sustainable mobility, and innovation and technology. We were impressed with the high level of the presentations and how many interesting efforts have been made in other countries in the Global South. Due to the environmental compromises and the urgency to comply with the multilateral agreements, we are convinced more than ever that these type of events are very important in order to advance for more sustainable transportation. From our side, we have 3 main takeaways. First, exchange experience allows this cross-learning that allows the inspiration and cooperation between countries. Second, CODATU Forum was a great example of initiating this unbeatable synergy of successful development around academia, private sector, public sector, and multilateral sector. Third, mobility solutions developed in the Global South countries can be reference for other countries, even in the Global North. This forum allows to get to know the 3 institutions, Universidad de los Andes, Transdev, and CODATU. And we hope we can work in the future. On behalf of Andes University, we express our gratitude and we want to invite you anytime you want to Bogotá in the future. Thank you very much. Merci à Álvaro de nous avoir envoyé ces messages. Et effectivement, ce forum a été un succès et ça a été un plaisir de travailler avec Transdev et l'Université des Andes. Et c'est d'ailleurs un partenariat qui s'est révélé très solide. J'aimerais, en complément de ce qu'Álvaro nous mentionne ici, vous proposer de retenir non pas 3 peut-être, mais même 5 idées à la suite de ce forum à Bogotá. La première, et qu'on a pu observer lors des visites techniques à Bogotá et via les présentations des différents projets qui ont été réalisés en Amérique latine, c'est le fait que l'action sociale associée aux projets de transport, c'est vraiment une clé de réussite pour ces projets. On l'a vu donc à travers le projet de téléphérique urbain à Bogotá, Transmicable, où il y a des équipements de la ville qui ont été installés autour des stations. Voilà, d'autres références aussi en Amérique latine, à Medellín, etc. Et vraiment, ça nous montre que l'action sociale associée aux projets de transport permet une plus grande appropriation des projets de transport par les habitants, qu'il va y avoir une plus grande acceptabilité des phases de construction et ensuite, lors de l'opération et la maintenance, tout va être facilité. Et il va y avoir, même au-delà, une réelle fierté des projets de transport pour les habitants. Et on observait même, par exemple, à Bogotá, que les autres quartiers, les habitants des autres quartiers souhaitaient ce même type d'infrastructure chez eux. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a notées et qu'on souhaite vraiment diffuser dans nos différents discours et activités. Le deuxième point à retenir, c'est le fait que le dialogue entre les villes
est très précieux. Il y a besoin de plus d'espace de dialogue. Toutes les villes qui ont participé, il y avait plus de 15 villes qui étaient représentées d'Amérique latine, de nombreux pays, de toute la zone andine, mais aussi le cône sud, avec également le Mexique. Et toutes les villes étaient très contentes d'avoir participé, d'avoir pu rencontrer leurs pairs, d'avoir pu échanger sur leurs problématiques, leurs projets. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite perdurer. Donc c'est déjà quelque chose qu'on fait à Codatu à travers nos activités, à travers les visites techniques Sud-Sud, le club des AOM qu'on a aussi, différentes activités, mais on a senti ce besoin de créer plus d'espaces de dialogue et de consolider ce réseau d'acteurs en Amérique latine. La troisième idée, c'est celle, je regarde mes notes, excusez-moi, de favoriser et d'accompagner la circulation de ces projets, de ces idées. Donc effectivement, souvent la Colombie, on voit qu'il y a eu beaucoup de modèles de transport, comme le BRT de Transmilenio ou les téléphériques urbains à Medellín ou Bogota. Ces modèles ont été diffusés dans le monde, ont été pris comme modèles justement, et ça nous semble donc très important d'accompagner, de participer à cette diffusion et de continuer cette diffusion, mais aussi de l'accompagner en ayant une analyse critique de ces modèles, en observant ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et en alertant un petit peu chaque acteur sur comment adapter ces modèles dans son contexte local. Donc ça, c'est vraiment un troisième message qu'on souhaitait retenir. Le quatrième, qui a été mentionné aussi durant l'ouverture, c'est celle du besoin de formation sur les sujets de mobilité urbaine. Donc on a vu des formations qui étaient dispensées par l'Université des Andes, qui étaient très intéressantes et qui englobaient tous les enjeux. Et en Amérique latine, il y a encore bon nombre d'endroits où il y a besoin de formation parce qu'aujourd'hui, elles sont encore très centrées sur l'ingénierie, sur le génie civil et considèrent peu les aspects urbanistiques, environnementaux et sociaux liés à la mobilité urbaine. Donc c'est une des pistes de collaboration qu'on a établie aussi donc, avec l'Université des Andes, travailler sur une nouvelle formation qui inclurait notamment des visites techniques à Bogota et Medellín. Et enfin, la cinquième idée, c'est celle de renouveler et même pérenniser ce forum régional qui réunit ces différents acteurs de la mobilité en Amérique latine. Ça permettrait donc de consolider ce réseau d'acteurs qu'on observe, qui était présent à Bogota en juin dernier. Et même au-delà, on observe finalement qu'en Amérique latine, il y a beaucoup de projets qui sont devenus des modèles pour d'autres continents. Et donc on se demande si ce qu'il se passe en Amérique latine sur les sujets de mobilité urbaine est une source d'inspiration pour les autres continents. Et donc ce forum régional en Amérique latine, organisé par Codatu, pourrait être l'opportunité pour diffuser plus largement le condenser, l'essence de ce qui se passe en Amérique latine sur les transports et la mobilité urbaine. Donc c'est une ambition que l'on a de renouveler et pérenniser ce type d'événement dans cette région du monde. Et donc on y travaille avec nos partenaires avec qui on a déjà de bonnes expériences passées. Pour poursuivre cette discussion, cette réflexion et aller plus loin aussi et aller ailleurs, nous emmener donc au-delà de l'Amérique latine, je vous propose qu'on débute une table ronde avec donc une table ronde intitulée Faire circuler les idées et les projets de mobilité urbaine entre l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc le but est là vraiment d'échanger sur les opportunités et les limites de la réplication des projets de transport entre les continents. Et pour ça, j'invite donc 3 intervenantes et intervenants qui sont aussi des partenaires de Codatu. Donc André Brotteau. Je vous invite, on va pouvoir s'installer sur les fauteuils. André Brotteau, qui est ancien directeur de la stratégie et de la prospective de Vinci Autoroute et qui était d'ailleurs présent au forum Codatu Bogota, donc en juin dernier à Bogota. Merci beaucoup d'avoir participé au forum et d'être présent aujourd'hui. J'invite également Cécile Diguet, qui est directrice du département Urbanisme, Aménagement et Territoire de l'Institut Paris Région, avec qui d'ailleurs Codatu vient de signer donc une convention de partenariat. Et Cécile nous accompagne notamment sur la coopération que Codatu a avec la ville de Buenos Aires et l'AFD.
Et enfin, j'invite Guillermo Madrid, qui est chef de projet transport à l'Agence française de développement. Et Guillermo, qui a, via des FEX notamment, qui a accompagné différentes coopérations de Codatu dans différents projets, dans différents pays. Merci beaucoup à vous trois. Ouais, super. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. De toute façon. Donc, dans un premier temps, j'aimerais donc poser une question un petit peu pour nous faire voyager et nous emmener, nous ramener encore à Bogota, qui sera un peu notre point de départ pour ensuite aller vers d'autres territoires. Donc à Cécile et à André, qui ont été à Bogota à différentes occasions, mais qui ont tous les deux été sur place. J'aimerais que vous nous partagiez un peu en introduction, qu'est-ce que vous avez retenu de la ville de Bogota? Quelles initiatives de mobilité urbaine, d'aménagement urbain vous ont particulièrement marqué? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Et puis, ravi du partenariat. Alors, effectivement, on a organisé ensemble un voyage d'études pour la délégation argentine à Bogota et à Medellín au début de l'année. Et moi, ce que j'ai retenu en particulier à Bogota, c'est, je prends un exemple très précis, hein, c'est le développement du métrocable, Transmicable, avec l'idée que chaque station puisse être un équipement public, puisse donner du sens en fait au quartier et apporter pas juste une infrastructure de mobilité, mais beaucoup plus des lieux de vie. Et notamment, il y a un programme de la ville de Bogota qui s'appelle Manzanas del Cuidado, donc les îlots du soin. Et c'est un programme en fait qui s'adresse à toutes les personnes, et c'est 95% des femmes, qui apportent des soins soit aux enfants, donc le care en gros, aux enfants, personnes âgées ou autres, et qui n'ont jamais le temps pour s'occuper d'elles. Et donc dans ces endroits, on a à la fois des espaces de formation, des espaces où leurs enfants sont gardés, et elles peuvent prendre soin d'elles, des espaces de santé. Donc on est allé voir ces espaces, c'était à la fois très vivant et très utile, on l'a bien vu. Et voilà, moi je trouvais que cette façon de combiner vraiment service public, mobilité, vie de quartier était vraiment très intéressante. Bonjour, merci. Ce que j'ai retenu du voyage à Bogota, Transmilenio, j'en avais entendu parler, mais je voulais vérifier un point. Il y a pour moi deux grandes familles de mobilité qu'il faut prendre en compte. Les mobilités dont tout le monde a l'habitude, c'est les mobilités de proximité, de Paris, avec le métro, le tramway, etc. Et puis cette nouvelle classe de distance des mobilités, des gens qui font 20-30 km pour se rendre à Bogota, Paris ou Buenos Aires, pour trouver du boulot, accéder aux services de santé, d'instruction, et qui sont en général souvent oubliés. Et c'est vrai que Transmilenio, quand on en parle, tout le monde voit les 5 voies qu'on a vues sur la photo, c'est-à-dire qu'il faut en gros des avenues Foch un peu partout pour faire passer le Transmilenio. Tout le monde voit ces grands autocars, mais ce qu'on voit moins, et ils en parlent peu d'ailleurs, c'est qu'au bout des lignes, il y a des pôles multimodaux qu'ils appellent portales, et sur chaque portal, il y a en gros une dizaine de lignes qui viennent de loin, alimentadoras ou feeder lines en anglais, et c'est ce que je voulais vérifier, c'est-à-dire la présence des deux modèles, mais le second, on en parle très peu. Le second truc qui m'a beaucoup impressionné, vous en avez parlé, c'est le Transmilenio. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le débit. Le débit est énorme. Et puis, vous en avez parlé remarquablement. Ce téléphérique s'ancre dans le territoire par une vingtaine de pylônes, et il s'ancre au propre par les pylônes, mais au figuré aussi et socialement, avec tout ce qui est mis autour de ces pylônes. Et il dessert quand même des municipalités qui totalisent de mémoire 80 000 personnes sur des collines un peu isolées. Enfin. Et puis le troisième truc qui m'a beaucoup impressionné alors, c'est les pistes cyclables. Visiblement, elles sont là depuis longtemps, elles ne datent pas des dernières années. Et je comprends qu'ils soient à 8% de partage modal. Il faut savoir qu'en 2019, en France, on était à 2,6 et là-bas, ils sont déjà à 8. Oui, c'est d'ailleurs Alvaro qui mentionnait Bogota comme la ville mondiale du cyclisme. Et effectivement, il y a donc des visites techniques à vélo du réseau cyclable de Bogota qui ont été organisées en juin dernier, et ça a permis vraiment aux participants de se rendre compte que oui, ce réseau cyclable est connecté et étendu, bon, et notamment situé dans certains quartiers, mais est vraiment impressionnant. Merci beaucoup pour vos remarques sur Bogota. Je vais m'adresser à vous, André.
Donc en partant de ce projet de Transmilenio, enfin de la ville de Bogota, j'aimerais savoir si, enfin voilà, et pour ensuite aller ailleurs, si vous trouvez que les besoins de mobilité à Bogota sont représentatifs de ce qu'on observe dans d'autres grandes métropoles. Et est-ce que ce modèle du Transmilenio à Bogota, est-ce qu'il serait inspirant pour d'autres grandes villes ? Alors oui, ils prennent les deux classes de distance dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ensuite, est-ce qu'il a inspiré, est-ce qu'il inspire, est-ce qu'il est inspirant ? Il est clair que l'Amérique latine a été confrontée dans les années 60 à un problème, comment passer du transport informel à un transport organisé, et cela dans un contexte d'urbanisation folle, complètement débridée. Et donc toute l'Amérique latine a construit des BRT en gros. Mais il faut savoir qu'en Europe, nous avons appelé ça des BHNS, et il y en a beaucoup. Et selon le CEREMA, il y avait en 2019 ou 20, 180 villes équipées de BRT dans le monde, ou de BHNS en Europe. Une centaine, il y a eu un pic de travaux entre 2000 et 2015, où il se construisait en gros 230 km de voies réservées BRT par an. Et actuellement, il y avait une centaine de projets à l'étude. Donc, les BHNS et les BRT dans le monde se sont inspirés du modèle sud-américain. Personnellement, ce que je retiens le plus pour des pays comme l'Europe, c'est ce qu'on peut tirer sur ce qu'on ne voit pas vraiment à Bogota, c'est-à-dire les lignes alimentadoras. Il est évident qu'à Paris, à Séoul, on a des métros remarquables, et on ne va pas remplacer un métro par des avenues Foch avec 5 voies réservées. Ce n'est pas jouable. Hein, bon. Donc on a le métro, on est content, et on fait avec le métro. Par contre, on a le problème des gens qui font 30 km pour aller à Paris ou à Séoul. Et donc à Séoul, ils ont repris le modèle de Bogota, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont un métro remarquable, plus puissant que le nôtre. Ils ont 10 millions de passagers par jour à Séoul. Et ils avaient la part modale de la voiture qui recommençait à augmenter. Et finalement, ils ont créé un BRT dans Séoul, mais aussi et surtout les pôles multimodaux et les BRT, 22 BRT dans la grande couronne de Séoul, qui permettent de rabattre sur le métro et le BRT interne à Séoul. Voilà. Et donc, l'un des modèles les plus aboutis aussi que je considère dans ce système-là, c'est Madrid, parce qu'ils ont le métro dans le centre et les lignes d'alimentation et les pôles multimodaux entre les deux. Merci. Et peut-être, tu hochais de la tête, Guillermo, si tu veux réagir, ou sinon aussi pour nous partager la vision de l'Agence française de développement sur ça, sur le fait de répliquer des modèles de transport, dans quelle mesure, enfin voilà, vous en faites la promotion, et quelle opinion vous avez à ce sujet? Merci Lucie. Tout d'abord, merci beaucoup à la Codatube pour m'avoir invité. Je suis ravi vraiment d'être avec vous. Donc peut-être je peux effectivement vous parler un peu je ne veux pas dérouler complètement, mais quelques touches sur ce que nous on propose, en tout cas quel est un peu notre modèle effectivement concernant cette diffusion de projets de mobilité urbaine, en tout cas sur comment organiser ces projets. Donc peut-être tout d'abord, bon, il y a je vais donc évoquer 4 points. Donc, peut-être un premier sujet qui serait les financements donc de l'exploitation. Un deuxième sujet qui est la gouvernance institutionnelle, dont on a beaucoup parlé aussi ces matins lors du Club Affaires. Et un troisième sujet donc, qui est la question technologique. Et un quatrième sujet qui est l'urbanisme. Donc peut-être, mais je vais pas trop m'allonger, mais pour commencer sur les sujets de financement, bon, et bien évidemment, vous le savez tous, hein, on a une contradiction qui est structurelle pour la mobilité urbaine, qui est une contradiction inhérente entre les principes en fait, économiques et financiers des contrats qui doivent être équilibrés, et ensuite la mobilité urbaine qui est un droit et qui est en fait un service public, est un droit, et même par exemple il est inséré dans la constitution brésilienne comme un droit, comme le droit au logement, etc., pour parler en fait de nos géographies d'intervention en tant qu'AFD. Donc il y a ici, donc finalement, on a des services qui ne sont pas rentables, ils ne sont jamais rentables, transport des passagers. Donc là, il s'agit de regarder comment on va le payer. Et donc, pour nous, côté AFD, on estime qu'il faut essayer donc, de planifier des projets de mobilité urbaine qui tendent vers le petit équilibre.
c'est-à-dire qui permettent, avec les charges d'exploitation, avec les recettes d'exploitation, qui permettent de payer les charges d'exploitation. Et donc, tendre vers un équilibre. Et puis, bien évidemment, on oublie tout l'amortissement, donc toute la partie actif, toute la partie investissement. Bien évidemment, tout cela, donc c'est de la dette publique, c'est un service public, donc on considère que c'est les générations futures qui vont se bénéficier, donc ils peuvent le payer. Donc, pour conclure rapidement sur ces points, donc il faut tenter de répliquer ou de créer des projets de mobilité qui soient efficaces, qui tendent vers un optimum en termes de recherche de la demande, en fait, et aussi minimiser les charges pour vraiment ne pas dépendre en fait des financements supplémentaires qui en France marchent très bien. On a le versement transport, mais on oublie parfois, on est trop centré ici, qu'on oublie parfois que c'est une particularité française qui n'existe pas nulle part ailleurs. Donc on a d'autres systèmes par ailleurs dans le monde, donc comme on peut tout simplement le budget public de l'État. Il y a l'ouvrage excellent là, préparé par la Codatu sur le financement, l'équipe et quoi dans le domaine des transports, donc qui évoque toutes ces questions. Hein. Mais voilà, donc on a, disons qu'il y a effectivement donc, un financement qu'il faut éviter de créer une indépendance par rapport à ces budgets qui sont un peu compliqués à trouver parfois. Sur les sujets institutionnels, il faut essayer de... donc notre vision, c'est que la meilleure autorité organisatrice, c'est celle qui a la capacité technique et celle qui a l'expérience et donc bien évidemment le pouvoir politique pour faire les projets. Donc pas forcément... C'est peut-être pas une bonne idée de créer une autorité organisatrice ex nihilo alors qu'il y a une structure qui est pas parfaite peut-être, mais qui a déjà un volume de CAPEX, a vraiment déjà travaillé énormément sur différents projets et qui est capable de mener ce type de projet et qui est peut-être pas parfaite. Donc très intéressant là les modèles marocains de sociétés de projets qui ont commencé à préparer des projets de tramway et qui maintenant tendent vers des autorités organisatrices, mais ce n'était pas vraiment leur but initial, mais on voit très bien qu'ils délivrent, donc c'est une bonne solution. Et le troisième point, c'est la technologie. Donc on a un peu parlé effectivement de BHNS en Europe, BRT ailleurs dans le monde. Donc effectivement, il faut regarder la technologie, donc les particularités de chaque territoire. Donc on voit notamment si on raccourcit un peu les traits, mais vraiment, si on fait vraiment un raccourci énorme, on peut dire que peut-être les BHNS est plus proche de ce qu'on essaie de faire avec les tramways en termes d'insertion urbaine, en termes en fait, d'intégration paysagère au niveau des centres-villes. Et le BRT, ce serait plus proche d'un métro, ce serait peut-être plus en termes de volume des demandes. Donc par exemple, s'il faut répliquer les Transmilléniaux, nous on ferait du métro, parce que c'est les volumes de demandes qui existent finalement. Peut-être en tout cas dans les villes avec lesquelles on travaille, on peut imaginer d'autres modèles. Je parle des pays de la France en fait, mais effectivement dans nos géographies d'information, on travaille avec des BRT, par exemple aujourd'hui de 3e génération, avec un couloir et avec plusieurs lignes BRT qui se partagent le même couloir, donc assez intéressant pour minimiser les ruptures de charge. Et pour finir, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je voudrais juste finir avec l'urbanisme en regardant ma collègue, mais effectivement, c'est un point, en fait, il faut penser les territoires, un projet de transport, un projet de mobilité, c'est finalement une vision d'une ville, c'est une vision d'un territoire, et donc c'est très important donc, de vraiment que les politiques et la gouvernance portent cette vision de territoire aussi. Merci Guillermo. Sur l'adaptation vraiment dans le contexte de chaque ville, on y reviendra plus en détail par la suite. Pour l'instant, j'aimerais avoir aussi la vision de Cécile et de l'Institut Paris Région qui a plusieurs coopérations avec différentes villes du monde. Et de votre côté, selon votre expérience, quels défis communs de mobilité vous avez observés? Et est-ce que votre approche et les projets que vous pouvez développer sont-ils réplicables dans ces villes? Alors, d'abord, je pense, juste pour introduire sur la question de la réplicabilité, l'Institut, nous, on travaille d'une façon générale avec une idée que la contextualisation, elle est toujours indispensable, évidemment. Ensuite, sur nos coopérations et les travaux à l'étranger, effectivement, nous, on a travaillé ensemble à Buenos Aires, et ce qui est ressorti
on va dire de ces travaux, c'est l'importance de la marche et donc l'importance des espaces publics. Aujourd'hui, toute infrastructure de transport, de mobilité, c'est un objet spatial concret qui atterrit dans l'espace. Et on a travaillé à Buenos Aires, on travaille aussi au Vietnam, on travaille à Hanoï dans le cadre du programme MOVE, qui est cofinancé par la région Île-de-France et l'AFD, où là aussi, en fait, on travaille sur l'attractivité du réseau de bus, puisque le réseau de métro a pris énormément de retard. Finalement, le focus est mis sur les bus. Et pour le rendre attractif, là aussi, la question des rabattements et la question de la marche, notamment, pas uniquement, est très importante. Donc, moi, cette question espace public et marche, évidemment, en tant qu'urbaniste, je la porte fortement et on la porte fortement à l'Institut aussi. Elle est fondamentale. Après, on ne part pas évidemment des mêmes structures viaires et urbaines selon les villes. Entre Buenos Aires, qui finalement est une trame orthogonale très bien ficelée, on va dire, et qui se rapproche des villes européennes, ou Abidjan, où on travaille également, où là, on n'a pas de trottoir du tout. On est sur des solutions qui sont forcément différentes. La question aussi, c'est celle du confort climatique. Aujourd'hui, on est évidemment dans des situations climatiques qui sont différentes et qui vont évoluer de façon plus ou moins, on va dire, extrême. Et la question, là aussi, des mobilités actives, marche ou vélo, et de l'attente, par exemple, la question de l'attente à un arrêt de bus, c'est pas du tout les mêmes situations selon les villes. Donc Buenos Aires, on y allait notamment à un moment où on était en pleine canicule, il faisait 42 degrés. Effectivement, en fait, on est content d'aller prendre le métro plutôt que d'attendre son bus. Bon, c'est juste un petit exemple, mais à mon sens, la marche, elle est souvent assez oubliée. C'est le mode de transport finalement le plus low-tech, mais aussi le plus dépendant en fait des conditions de la qualité des espaces publics. Et tout petit mot pour finir, je pense qu'un point commun entre toutes les villes, c'est la question de la maintenance, de l'entretien, de la réparation des espaces publics, justement. Parfois, c'est aussi simple que ça. C'est des questions de continuité de parcours. Et la question des financements aussi, sur le long terme, de cet entretien, n'est pas toujours assurée. Merci Cécile. Peut-être pour en évoquer davantage aussi sur... On observe finalement, parfois des mêmes contextes, des mêmes besoins. D'une ville à l'autre, on va avoir besoin de la même population, la même demande, ou d'une ville à l'autre aussi, on peut avoir le même contexte géographique, topographique. Et si on prend un peu les projets de transport un peu phares qu'on a vus et qu'on a étudiés en Colombie, qui sont le système BRT ou le système des téléphériques urbains, qui, donc, comme je le mentionnais, sont devenus des modèles et qu'on a tenté d'exporter ailleurs. Et malgré le fait qu'on observe le même contexte, les mêmes éléments de base, il y a certains de ces projets qui n'ont pas fonctionné ailleurs, alors qu'ils ont fonctionné dans certains endroits. Cécile, tu mentionnais la question de la maintenance des espaces publics, mais c'est aussi valable donc, pour les systèmes de transport. Que la gestion et la maintenance doivent être bien assurées pour que le système perdure dans le temps et soit bien opéré et qu'il soit fonctionnel. Est-ce que vous pensez, vous avez observé dans vos différents travaux d'autres éléments à prendre en compte pour que la réplication d'un modèle réussisse, disons, alors qu'on a le même contexte de base ? Je me permets de répondre en premier à cette question, juste parce que je voulais citer l'exemple du téléphérique, du Morro de Alemão à Rio, qui a été livré en 2011 dans une favela et qui a été directement inspiré par celui de Medellín. Depuis 2016, il est fermé, il ne fonctionne plus. On aurait pu penser que c'était le même contexte, quartier populaire, besoin de connexion au réseau de train ou de métro de la ville. Et en réalité, ce qui se passe, en tout cas le retour qu'on a de cette expérience du coup malheureuse à Rio, c'est que malgré de loin les mêmes problématiques, on a un portage politique qui n'est pas du tout le même. On a surtout une démarche qui n'est pas une démarche intégrée. La particularité de Medellín, c'est l'urbanisme social. C'est l'idée aussi de vraiment prendre en compte l'insertion du téléphérique dans le tissu urbain des quartiers populaires. Donc on n'est pas dans la destruction d'îlots, on est beaucoup plus sur
s'adapter quand même au maximum aux axes existants. Et puis on est sur une réponse à une demande en fait de mobilité et d'accès à l'emploi à Medellín, alors qu'à Rio finalement la question tout simplement de la transformation de l'habitat indigne, la question de l'assainissement n'était pas réglée. Donc en réalité ça montre à quel point quand on a des démarches on va dire silos qui ne s'articulent pas du tout avec une démarche urbaine et sociale, ça ne fonctionne pas. Alors après, il y a d'autres questions, on va dire, à Rio, qui est que l'État n'avait plus les moyens d'entretenir, etc. Mais bon, quand même, moi je trouve que cet exemple, il est assez parlant sur la connaissance initiale qu'il faut quand même avoir de façon assez transversale sur un quartier pour que ça fonctionne. Et peut-être si on mentionne les systèmes BRT ou transposer d'une ville à l'autre, je ne sais pas si André, vous avez des éléments un peu des attentions à avoir au moment où un système BRT peut être implémenté dans une autre ville pour qu'il fonctionne, ou BHNS. Alors, comment transposer un système de BRT en Afrique, en Asie honnêtement, je n'ai pas une expérience suffisante de la conduite des projets dans ces pays pour répondre. Par contre, ce qui me paraît certain, c'est qu'un bon projet, un bon service, c'est un projet qui rencontre son public. C'est-à-dire que si il rend effectivement service par rapport à des alternatives plus coûteuses ou qui tout bêtement n'existent pas, alors ce sera un succès. Donc voilà. Et je vais prendre un exemple peut-être un peu brutal, mais bien français. Nous avons en France tous les jours 50 millions de déplacements qui font 24 km en moyenne. C'est ce que dit l'enquête État de 2019. Il y en a 40 millions en province. Et ils sont à 92% en voiture. Pourquoi? Parce que le TER ne réussit pas à capter les usagers, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Donc ça ne marche pas, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'acteurs, dont le département de l'Essonne, mais pas que, cherchent des solutions complémentaires au train, parce que les densités, la répartition des gares ne répondent pas aux besoins de nos concitoyens. Cécile, oui. Un petit complément aussi. Je pense que c'est sur la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de l'insertion urbaine des BRT à Bogota. Moi, ce qui m'a aussi un petit peu choqué, on va dire, c'est en heure de pointe, on a donc les bus qui sont bout à bout, totalement, la voie est presque saturée. Et surtout, on a des traversées de ces axes qui se font par des passerelles piétonnes qui ont des rampes extrêmement longues. Et en réalité, le BRT devient une barrière urbaine assez forte. Et je fais le lien avec la question de l'entretien des espaces publics parce que, au résultat, être un piéton proche de ces axes-là, c'est une expérience assez hostile. Et donc, du coup, on va dire que l'expérience globale utilisateur, elle devient un petit peu difficile. Et voilà, et c'était juste pour dire que la réplication, il faut mieux la faire avec une sensibilité urbaine que sans. Effectivement. Et, Guillermo, peut-être sur sur ces réplications, ces éléments, peut-être on a parlé aussi d'être sensible à son public, de bien s'adapter à son public, s'il a seulement cette option, une autre option. Je pense notamment à une question qu'on travaille à Codatube beaucoup, c'est la professionnalisation et l'intégration du transport artisanal. Dans quelle mesure, il y a ces éléments-là à prendre en compte au moment de la mise en place d'un système BRT ou d'un autre transport de masse. Oui, bien sûr. En fait, on en a un peu parlé, et donc Codatube, on a aussi parlé directement avec Codatube. Donc la prise en compte du transport artisanal est absolument fondamentale dans les projets qu'on accompagne dans nos géographies d'intervention. Et c'est un défi énorme pour nous, parce que en fait, notre port d'entrée, c'est classiquement donc la société de projet. La maîtrise d'ouvrage qui porte le projet, qui signe notre convention de financement, donc ce qu'on appelle dans les jargons AFD, donc notre contrepartie ou notre partenaire. On n'utilise pas client parce qu'on est une banque de développement, mais c'est notre contrepartie. Donc, et donc effectivement, donc les transporteurs artisanaux, ils sont exclus de ces systèmes puisque finalement ils sont atomisés. Donc il y a différents degrés d'organisation. Donc par exemple dans un pays que je connais bien, dans lequel je travaille, donc le Maroc, il y a donc
une structure totalement séparée de ce qui est, donc, de ce qui est la structure qui porte les projets de mobilité urbaine et dans lesquels donc, qui est celle qui a été désignée par donc, le modèle national donc, de financement du secteur. Et donc, ça devient effectivement très, très, très compliqué de les intégrer. Il y a des efforts qui sont faits par nos partenaires, mais ça demande en fait effectivement toute une intégration institutionnelle très forte. Et finalement, peut-être pour aussi provoquer mes voisins de table, mais effectivement, finalement, ce qui marche, c'est des approches plus indirectes du type carotte et bâton. C'est-à-dire, on aménage un pôle d'échange magnifique, avec des vestiaires, avec un système donc intéressant pour que les transporteurs, les chauffeurs puissent loger. Et après, on leur dit, on vous coupe une ligne. Au Maroc, on peut le faire parce qu'effectivement, il y a des dialogues avec les structures qui gèrent les services, donc en l'occurrence les préfectures et donc les ministères de l'Intérieur. Et donc, on leur dit, vous coupez la ligne ici. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on finance le BHNS d'Agadir dans le sud du Maroc. Et on coupe au niveau de la ligne, on considère que le transport artisanal il doit être complémentaire au transport collectif. Mais là on arrive parce qu'il y a un certain niveau de maturité, mais c'est toujours une approche un peu indirecte. Et donc comment les inclure ? C'est effectivement une approche peut-être plus large, une stratégie nationale. Il y a beaucoup de réponses, mais c'est compliqué. Oui, je disais tout à l'heure que je n'étais pas compétent sur ce sujet-là, et c'est vrai, mais il y a une présentation qui nous a été faite à l'Association mondiale de la route il y a 7 ou 8 ans sur un système de transport informel à Nairobi, avec des matatous. Je suppose qu'il y en a beaucoup dans la salle qui savent mieux que moi ce que c'est. Mais ce qui m'avait impressionné, c'était que je disais tout à l'heure un bon système est un système qui rencontre son public. Et là, il se trouve que le MIT, partant de l'idée que tous les chauffeurs avaient probablement des smartphones et beaucoup d'usagers aussi, avaient mis dans un ordinateur toutes les données qui venaient de ces smartphones. Et ils avaient trouvé, au fond, le plan du réseau des matatous. Et ce plan était remarquable, aussi beau que celui de la région Île-de-France. Et il avait un avantage majeur par rapport à celui de l'Île-de-France, c'est qu'il évoluait en temps réel. C'est-à-dire que si une usine s'installait quelque part, le plan se déformait pour aller chercher ces gens-là les gens qui voulaient aller à cette usine. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un disait tout à l'heure, ce matin, on aura peut-être beaucoup de choses à apprendre des pays du Sud. Ils intègrent très vite les possibilités du digital, par exemple. Et je pense que quand on regarde des objets qui nous paraissent complètement dépassés, tels que le service informel ou autre, le transport informel ou autre, il faut faire attention. Il y a peut-être des trucs pas mal dedans. Effectivement. Et peut-être juste vous mentionner, pour donner de petits compléments sur ça, sur l'intégration. Donc on a parlé avec le transport artisanal et donc l'intégration physique vraiment du réseau où là, voilà, on va plutôt chercher à avoir des alimentadoras ou des feeders qui viennent, et aussi sur les aspects peut-être billettiques et tarifaires. Donc ça rejoint les questions de financement que tu mentionnais tout à l'heure, Guillermo. Si tu souhaites en dire un mot sur tes expériences. Non, mais c'est un sujet central, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment garder ces sujets. En fait, il faut vraiment garder en tête, depuis le démarrage du projet, qu'il faut vraiment aller chercher la demande et il faut vraiment planifier les projets pour qu'ils soient équilibrés avec les contraintes externes qui existent. C'est-à-dire, on n'a pas de versement de transport, c'est-à-dire il ne faut pas dépendre du budget public parce qu'ensuite, en fait, on peut avoir des coupes, on peut avoir en fait, on dépend des aléas politiques tout à fait légitimes d'un gouvernement à l'autre, d'un législatif à l'autre. Et donc, on peut rentrer très vite dans une spirale, une boule de neige, un cercle vicieux en fait, dans lequel on commence à couper la dégradation de service. Et donc, ce n'est pas une manière d'assurer la pérennité et la qualité du service. Donc, il faut vraiment toujours penser à cet petit équilibre que, par ailleurs,
Je parle du Maroc parce que je travaille beaucoup, mais là, ils sont autour de 90% entre recettes et dépenses, en fait, entre recettes et dépenses. Donc, on a un petit équilibre qui est presque à temps, donc qui est assez remarquable pour un réseau de tramway, par ailleurs, qui est une première, en fait. Là, en France, pour ceux qui ne le savent pas, on est en Île-de-France, on est autour de 20%, 30%, il me semble, donc entre recettes et dépenses. Par exemple, en Argentine, à Buenos Aires, c'est similaire, alors que c'est un pays... avec un PIB beaucoup bien inférieur à celui de la France, donc on est avec ces ratios de 20-30%. Donc ça crée une dépendance très forte qui peut vraiment nuire la qualité du service sur les longs termes. Donc après, voilà, il y a cet ouvrage de Kodatu fait avec aussi AFD Kodatu, donc sur les financements indirects, où il y a différentes pistes qui s'appellent Kipekwa, comme je disais tout à l'heure, différentes pistes qui sont explorées ailleurs dans le monde. Je vais finir avec ça. Mais par exemple, je me rappelle d'une expérience du Front National des maires brésilien qui poussait pour une taxe sur les carburants pour financer les transports. Je pense que ça existe en Californie, si je ne me trompe pas, ou quelque part. Mais c'est une idée. Après, voilà, en fait, il faut faire avec ce qu'on a, mais il faut le planifier. Il faut vraiment toujours prendre ça en compte depuis le début. Merci beaucoup pour ces différents éléments. Et ce qu'on peut retenir finalement aussi, enfin voilà, on est parti de Bogota, qui était un des premiers BRT au début des années 2000, et on a vu finalement, avec toute son évolution, les avantages que ça avait, mais les limites également, et qu'ensuite les autres systèmes BRT ou les autres projets de transport de masse par la suite sont inspirés de ces réussites et de ces erreurs, et qu'à chaque fois en fait qu'on va répliquer ou multiplier ces modèles et ces différents projets de transport, ils vont être modifiés, s'améliorer, s'affiner et s'adapter à chaque fois de plus en plus au contexte local et aux besoins des habitants dans le contexte auquel on a affaire. Merci beaucoup pour ces différents éléments. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ça. Sinon, j'aimerais qu'on échange peut-être avec le public ici en présentiel à Léonard, ou aussi en visio. Il y a beaucoup de participants qui sont présents en visio. Et c'est vrai que dans nos différents échanges par rapport aux territoires sur lesquels on a pu travailler jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de l'Amérique latine et un peu de l'Afrique, un petit moins de l'Asie parce qu'on méconnaît un petit peu. Donc n'hésitez pas aussi à partager peut-être votre opinion, votre réflexion sur la réplication des projets de transport dans ces autres parties-là du monde. Donc voilà, je donne la parole si des personnes souhaiteraient intervenir sur ces sujets-là, à poser des questions à nos intervenants ou à partager une réflexion sur ce sujet. Est-ce qu'en visio, sinon... Vous pouvez lever la main sur la visio du Zoom si vous souhaitez intervenir. Une partie du monde. Oui, Hamilton. Bonjour, donc Hamilton Avila de la société Artelia. C'était surtout pour partager une réflexion, surtout. Et je pense qu'il y a deux sujets qu'on peut évoquer aussi quand on parle en fait de comment adapter le modèle français ou vice-versa, de l'Amérique latine vers la France ou de la France vers l'Amérique latine. Et je pense qu'il y a deux sujets qui manquent en Amérique latine, et c'est le sujet de gouvernance. Et c'est quelque chose qu'en France, et pour moi, c'est assez clair quand même quand on parle par exemple d'autorités organisatrices de la mobilité. Et là-bas, il y a une multiplicité d'acteurs, en fait. Et ça, je l'ai vécu beaucoup dans mon pays, au Pérou. À Lima, il y avait plusieurs projets différents et c'était géré par des entités complètement différentes. Donc, il n'y avait pas une cohésion entre elles. Et bon, aujourd'hui, à Lima, ça s'est réglé avec l'ATU, l'Autorité de transport unifiée, je ne me rappelle pas. Et je pense que ça, c'est quand même un point assez essentiel pour l'Amérique latine. Et je pense que les pays ou les villes qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont franchi cette barrière-là. Et puis, un autre point aussi essentiel pour l'Amérique latine, c'est la répartition des rôles
quand on fait un projet. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qui manquent, hein, et c'est plutôt une critique constructive, on va dire. Et ces rôles qu'en France, pour nous, c'est assez clair. Et la maîtrise d'ouvrage, et la maîtrise d'œuvre. Et je pense que là-bas, il peut y avoir une multiplicité des acteurs, et ce qui permet justement ce manque de développement des fois. Non, et c'est plutôt voilà, une réflexion que je voulais partager avec vous. Sur ça, sur les sujets de gouvernance, si vous voulez réagir. Oui, peut-être une réaction, hein, mais en fait, tout a été dit. Finalement, peut-être en France, il a été trouvé une solution, puisque c'est un peu les millefeuilles territoriales. Donc, on a créé des intercos, des sortes des syndicats mixtes donc, qui gèrent la mobilité. Mais effectivement, peut-être, je peux juste rajouter un point par rapport à ce qui a été dit, mais parfois peut-être... il ne faut peut-être pas créer un millefeuille aussi, c'est-à-dire créer une structure spécifique pour gérer ces points et plutôt, pourquoi pas déléguer tout, pourquoi pas que ça continue à être fait par l'État, alors qu'on prône la décentralisation, hein, mais peut-être l'État qui a quand même la capacité de le faire pourrait continuer à le faire, ou peut-être on peut donner ça à la province, je pense par exemple à l'État des Rio qui était cité tout à l'heure, donc on a qui gère à travers la Secrétaire des Transports, ou l'État de São Paulo qui gère avec la Secrétaire des Transports, gère les transports, et ça fonctionne plutôt bien. On a un partage avec la municipalité, mais je veux dire, on n'a pas d'autorité organisatrice en tant que telle, mais on a une structure qui prenne cette place. Madrid a été cité comme exemple, Madrid... Qui est ma ville d'origine d'ailleurs, mais on a en fait on va dire un alignement entre les bassins de vie et les périmètres politiques, et donc qui est en plus responsable de la gestion de la mobilité, qui est la communauté autonome de la plupart des services donc métropolitains. Et donc ça marche assez bien de cette manière. Donc c'est peut-être quelque chose à regarder également. On a une autre question ici, et ensuite il y a une question en visio. Je peux ? Bonjour, merci beaucoup. J'étais curieux de savoir, j'ai appris que par exemple le modèle du BRT, c'était à partir de l'Amérique latine qui s'était diffusé. J'étais curieux de savoir si vous aviez des exemples de réplication qui étaient à ce moment-là partis plutôt de l'Europe, pour se diffuser à l'inverse de ce que vous nous avez présenté, des modèles de réplication vers l'Amérique latine ou vers d'autres pays du Sud, des succès, ou si vous avez aussi des exemples comme au Brésil, de peut-être une réplication dont on s'est rendu compte après qu'elle avait été mal faite et que voilà, ça a montré des limites. Merci. C'est vrai que on peut penser à plusieurs sujets. Bon, il est clair, par exemple, que les métros sont partis d'Europe et qu'on les a ensuite, ils se sont diffusés un peu partout dans le monde. Hein. La vieille ville européenne, avec tout son charme et tout ce qui a été fait pour protéger cette ville, au fond, d'une part disproportionnée de la voiture. Bon, évidemment, c'est les méthodes européennes qui se sont diffusées dans le monde. Oui, je pense aussi que par exemple tout ce qui est TOD, c'est-à-dire Transport Oriented Development, c'est-à-dire l'idée de justement combiner des stratégies urbaines avec des stratégies de mobilité, ça vient aussi plutôt de l'Europe. Ensuite, je pense qu'il y a quand même beaucoup, de nos métiers, on va dire, on a plutôt tendance à vouloir exporter des systèmes français vers le reste du monde. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est voir de quoi on peut s'inspirer, nous aussi. Et je citerai un peu la question culture des mobilités. Moi, ce que j'avais un petit peu... j'avais été agréablement surprise, en gros, qu'à la fois dans les services services transport, en fait, le secrétariat des transports de la ville de Buenos Aires, il y ait un service culture des mobilités qui travaillait vraiment sur comment accompagner le changement de pratique des usagers vers le vélo, vers le bus, vers le métro, etc. Et aussi à Medellín, en fait, il y a eu tout un travail quand ils ont commencé en début des années 2010 à développer le métro-câble, le tramway, etc., qui s'appelle Cultura Metro. Et en fait, c'était beaucoup aussi pour faire connaître, faire respecter le matériel, etc., mais rendre fiers aussi. Rendre fiers les gens de Medellín de ce système qui marche
clairement bien. Et d'ailleurs, qui s'est exporté. Donc moi, je voulais juste compléter sur cette question culturelle, hein, qui passe toujours pour une question plus soft et moins importante, mais en réalité, ça accompagne et c'est important. Peut-être aussi pour rajouter un point sur ça, je ne pourrais pas éviter d'évoquer les tramways à la française. Hein. Les tramways qu'on connaît, bon, c'est très connu, mais vraiment en fait plutôt sur la dimension paysagère et dimension de développement urbain. Donc effectivement, quand on va en Amérique latine et on présente, je pense que c'est le même PowerPoint depuis 15 ans, mais il est incroyable puisque ça montre la différence par exemple de Bordeaux avant-après le projet. Donc c'est quand même quelque chose qu'en fait nous on a présenté ça en tant qu'AFD, on a présenté ça à des maires brésiliens et tout de suite ils trouvent que c'est quand même magnifique parce que c'est-à-dire tu as une infrastructure qui donc est capable de porter politiquement est capable de mettre d'accord tout le monde pour porter à la fois un projet de transport et un projet de développement urbain. Donc c'est un pouvoir très important donc d'effet levier. Hein, les tramways à la française, en tout cas, donc avec cette intégration soignée, aménagement façade à façade. Bon, ça coûte cher au kilomètre, un peu moins peut-être après, effectivement, sur tout ce qui est les coûts d'exploitation, là maintenant c'est moins cher. Mais en tout cas, il y a un vrai modèle, je pense, hein, pour l'avoir vu depuis l'extérieur, il y a un vrai modèle, je pense, de ville durable un peu en France qui est intéressante à exporter, je trouve, puisqu'il y a quand même, c'est un exemple de projet intégré de politique publique. Enfin, et d'ailleurs, l'agence TERRE, qui est quand même une agence d'urbanisme, de paysagistes français, Grand Prix de l'urbanisme, travaille à Bogota sur l'intégration paysagère et urbaine d'une prochaine ligne de BRT qui est en train de qui va se construire. Donc voilà, ça illustre effectivement ce que tu dis. Merci. Donc effectivement, c'est vraiment des échanges. Ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite observer, les analyses qu'on fait, c'est vraiment des modèles qui peuvent aller de France vers ailleurs, d'Amérique latine vers ici, entre les pays du Sud. Donc vraiment, il y a des échanges, disons, dans tous les sens. Il y en a une question aussi d'une personne en visio qui a levé la main, il me semble. Pierre Debanneau qui a sa caméra allumée. Vous pouvez prendre la parole et poser votre question. Ou non ? Oui, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Très intéressant comme discussion. Je voudrais intervenir sur l'aspect petit équilibre, parce que j'ai l'impression que pour un certain nombre de BRT, notamment en Afrique, ça risque de transformer le bus rapide, qui devrait être un bus rapide pour tous, à seulement un bus rapide pour ceux qui ont le moyen de l'emprunter. Voilà. Et peut-être aussi qu'il y a à sensibiliser les décideurs africains sur le fait que le petit équilibre, ça a cette conséquence. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils montent leur projet de BRT, dans certains cas en PPP, hein, et il est bien certain que l'exploitant, lui, il doit absolument équilibrer ses dépenses. Voilà, je vous remercie. Je laisserai Guillermo réagir. Non, mais c'est très clair, c'est un vrai sujet. Effectivement, comment mettre d'accord cette question de l'équilibre avec l'accessibilité, l'inclusion du service. Et bien évidemment, la tarification, elle doit être adaptée. Donc après, effectivement, là, les optimisations à faire, c'est surtout la partie technique du projet, ou bien évidemment, trouver une ressource liée, c'est suffisamment sûre, et un schéma de sûreté en tout cas pour les flux financiers qui vont équilibrer les contrats, qui permettent effectivement de créer ces projets et qui soient donc exploitables, en assurant à la fois la qualité du service et l'accessibilité du service pour tout le monde. Et c'est pas évident, c'est une équation qui est vraiment compliquée, hein, mais c'est un exercice en fait de planification qu'il faut faire pour les projets. Et donc c'est effectivement un objectif en soi, effectivement, mais compliqué. Il y a d'autres questions aussi en visio. Donc, il y a Zibama Salomon qui souhaitait intervenir. Vous pouvez allumer votre caméra et poser votre question. Bonjour à vous. On vous entend, oui. Ok. Moi, je vous appelle de Yaoundé, Cameroun.
le système de mobilité ici dans les villes camerounaises est vraiment compliqué. Dans la mesure où le transport en île lui constitue déjà une forme d'activité pour de nombreuses personnes. Et compte tenu de ça, je ne sais pas comment est-ce que le système de transport de masse peut suppléer à cette activité dont beaucoup de jeunes trouvent une source de revenus. C'est une forme de revenus pour nous, jeunes africains et consorts. En implémentant le bus rapide de transit, je ne pense pas que ça peut vraiment avoir de l'impact au regard des infrastructures routières en Afrique et précisément au Cameroun. Comment donc faire? Merci pour votre question. On vous entend partiellement. De ce que je comprends, donc c'est la réplication des modèles de transport de masse en Afrique. Si vous pouvez peut-être nous répéter la question en résumé pour qu'on comprenne bien les éléments. On n'a pas très bien perçu votre première intervention. Ok. Je parle beaucoup plus des impacts positifs des activités de transport urbain, puisque surtout les motos, les taxis et les bus, au regard du taux de chômage, et en mettant sur pied le système de mobilité de masse et la qualité des infrastructures, comment donc je me mets tout ça? Est-ce qu'on peut réellement implémenter ça en Afrique et précisément au Cameroun? D'accord. Merci beaucoup. Donc on a cette question vient du Cameroun. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle ville. C'est vrai qu'on est de Yaoundé. Ah, pardon. Yaoundé, d'accord. Donc oui, c'est toute cette question de l'arrivée d'un transport de masse et l'impact et l'influence que ça va avoir sur les autres transports actuellement en opération. Donc là-bas, il y a beaucoup de taxis, de mototaxis, si je ne me trompe pas. Donc, c'est tous les enjeux de l'intégration et de la professionnalisation du transport artisanal. Est-ce que peut-être Guillermo souhaite réagir? L'AFD notamment est très présente au Cameroun et entre autres sur ces sujets. Oui, mais en fait, il faut avoir une approche holistique. À l'heure de créer les projets, il faut effectivement intégrer les différents transporteurs au projet. Et après, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans mon intervention, c'est-à-dire c'est très compliqué dans la mesure où c'est suivant pas les mêmes partenaires qui gèrent tous les différents systèmes de transport. Donc c'est pas la même maîtrise d'ouvrage, mais effectivement il faut trouver les moyens donc avoir une analyse plutôt globale des différents systèmes de transport et donc proposer à la fois effectivement donc un alignement entre les systèmes artisanaux et donc les transports collectifs, le transport de masse sur lesquels on va travailler, donc avec cette logique de hiérarchisation et de restructuration de l'ensemble du système. Donc effectivement, en fait, là, peut-être un point à souligner, c'est l'importance d'avoir d'abord un regard sur la restructuration de l'ensemble du système avant de pouvoir vraiment planifier ton modèle, ta ligne, ton mode spécifique sur ton seul corridor. Donc vraiment regarder l'ensemble. C'est assez évident, je trouve, mais méthodologiquement, pour nous, c'est très important toujours de regarder cette restructuration globale de l'ensemble du système. Et on avait une autre question aussi, mais qui rejoint vraiment celle-ci, une question posée sur le chat de Shadi Farage qui nous mentionnait que le système BRT en Afrique, que le système BRT mis en place à Bogota avait été une réussite et qu'il y avait une intégration avec le transport informel et que dans plusieurs cas d'Afrique, ça a été mis en place et que les expériences étaient plutôt négatives par manque d'intégration sur ces transports-là. Donc là, Guillermo, tu nous as donné des éléments où c'est vraiment une analyse et une approche holistique qu'il doit y avoir d'intégration des différents acteurs, des différents modes de transport déjà existants pour qu'ils participent et qu'ils soient intégrés avec le transport de masse qui arrive. Il y a également Lia, il me semble, qui avait levé la main pour intervenir, qui est à distance.
Donc Lia Giraldos, vous pouvez allumer votre caméra et poser votre question. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour à tous. Oui, c'est bon. Bonjour. Très bien, bonjour. Non, j'avais une question, c'était par rapport au téléphérique. Enfin, je viens de Colombie, notamment de Medellín, où les téléphériques ont été vraiment un succès, qui ont permis vraiment de connecter la population qui était un peu plus sur la colline et très déconnectée, qui mettait 2 heures pour arriver au lieu de travail. On a vu que ces projets-là, ce type de projet à Bogota, avec des Ciudad Bolívar, ça a été aussi un succès. Et dans les 2 villes, on a vu que ces processus a été accompagné par tout un processus d'accompagnement social, d'intégration de la vie quotidienne de la population. Et je ne sais pas si vous avez des clés sur les projets à Rio. Moi, ça m'a beaucoup marqué le projet des téléphériques, alors que c'était une infrastructure bien construite, aussi dans la même condition. C'était un endroit déconnecté des populations un peu démunies, et que ce projet n'a pas marché. Le projet des téléphériques d'Alemão. Si vous avez si on a des retours de pourquoi ça n'a pas marché, alors que en théorie, ça aurait dû... Moi, j'ai quelques éléments, peut-être que tu en as d'autres, mais ce projet, déjà, il a été conçu dans la perspective de la Coupe du Monde de foot et des JO 2016. Donc, c'était aussi dans une temporalité très... il faut qu'on s'équipe dans la perspective de ces événements-là. Donc, c'était... je pense qu'il y a une approche... qui n'est pas que pour, en quelque sorte, les habitants, mais qui était aussi dans un petit peu cet affichage. Je pense que dans la question réplication des projets, notamment de transport, il y a parfois une considération qui est très suivie, un peu de suivi des autres, en se disant moi aussi je vais avoir mon téléphérique, en gros, et je vais avoir l'air d'être une ville à la pointe. Ensuite, de ce que j'ai compris, clairement, il y a eu une défaillance financière de l'État de Rio. C'est-à-dire qu'à un moment, en 2016, il y a eu une cessation de paiement de l'État à la société qui exploitait et un problème technique sur un câble qui devait être changé, mais pareil, ils n'ont pas réussi à embrayer au niveau financier. Il y a eu la fin des UPP, qui étaient les unités pacificatrices de police dans cette favela. Donc aussi le retour, on va dire, d'une violence plus grande, qui fait que l'exploitation du métrocable, du téléphérique, était aussi plus compliquée. Donc une sorte de convergence de facteurs qui ont rendu tout ça assez difficile. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aucune approche intégrée. C'est-à-dire que, ok, c'est bien d'avoir un téléphérique, mais si à côté on n'a pas d'assainissement, pas d'eau, pas d'espace public, et qu'en plus le téléphérique s'est implanté de façon un peu brutale dans des espaces de vie qui fonctionnaient déjà, ça peut plus générer un rejet en fait du mode de transport qu'une acceptation. Et le dernier point, du coup, c'est que même si pour les habitants l'usage du téléphérique était gratuit, il y a eu une fréquentation bien inférieure à ce qui avait été prévu. Donc aussi peut-être un petit manquement sur le tracé ou sur l'intégration, sur les connexions intermodalités. En tous les cas, c'est vrai que là c'est un échec assez patent. Oui, c'est bon. Si Guillermo, tu vas apporter des éléments complémentaires. Je ne connais pas particulièrement ces projets, je ne pourrais pas donner davantage d'informations, mais après, au-delà de ces projets en particulier, effectivement, il y avait des dispositifs de gratuité, mais ces types de projets, effectivement, après, la question de l'intégration au réseau existant est une problématique très importante, puisque finalement, on va remplacer pour une personne qui fait aujourd'hui un voyage aller-retour, un voyage aller à son lieu de travail, par exemple. Donc, si on remplace un voyage constitué d'un seul déplacement avec, par exemple, un bus, même avec une très mauvaise qualité de service, mais on va le remplacer par 2 déplacements avec 2 modes de transport différents, en fait, il y a l'aspect économique qui joue. Et donc, s'il n'y a pas de dispositif d'intégration tarifaire, et donc là, finalement, c'est quelqu'un qui doit le payer. Hein. Finalement, en fait, il faut payer les opérateurs. Donc, il faut quelqu'un pour financer cette intégration tarifaire. C'est-à-dire de dire, en lieu de payer 10 pour 2 déplacements, on paye 5 et on fait les 2. Et donc les 5, il faut qu'ils viennent de quelque part. Et donc si effectivement il n'y a pas de système de financement, il y a des problèmes ensuite financiers, c'est clairement la personne, elle va, pour des raisonnements financiers, elle va tout simplement ne pas utiliser ces services. Donc c'est un aspect à prendre en compte particulièrement. Merci beaucoup pour vos questions et vos interventions, ici en présentiel et à distance.
Un peu, pour conclure un peu ces différentes réflexions, j'observe qu'on retient qu'il est très important de faire circuler ces modèles et d'accompagner cela avec à chaque fois un décryptage, une analyse de ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et de vraiment bien prendre les éléments d'un modèle pour les adapter à un contexte local. Et de retravailler à chaque fois, pour chaque projet, malgré un contexte apparemment similaire, il y a toujours plein d'éléments à prendre en compte. Et donc à chaque fois, c'est bien des choses sur lesquelles il faut porter son attention et avoir une vision globale. Et donc sur la circulation de ces modèles, aujourd'hui on est réunis donc en présentiel et à distance pour en discuter avec des intervenants qui ont des expériences dans différents pays du monde. Et j'aimerais vous poser la question de si vous auriez une recommandation de comment continuer à faire circuler ces modèles et comment accompagner la bonne circulation, disons, de ces modèles pour qu'ils circulent au mieux et qu'on retienne à chaque fois l'ensemble des enjeux de ces différents modèles. Une recommandation pour nous ici tous, une recommandation pour Kodatu. Pour moi, un projet de transport, je préférerais qu'on dise d'abord que c'est un projet de service. Et donc on part du service, on part du besoin. Et ensuite, j'ai envie de dire de l'humilité. De l'humilité, quand je disais tout à l'heure que le système informel de Nairobi avait peut-être des atouts, c'est vrai qu'il a fallu que le MIT mette le nez dedans pour qu'on s'aperçoive qu'il y avait de l'intelligence collective. Eh bien, quand on arrive quelque part, peut-être qu'il y a de l'intelligence collective déjà. Et donc, avant de vouloir tout casser, il faut écouter. Écoutez, moi, je venais justement de me dire, le mot-clé, c'est humilité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut surtout éviter de vouloir répliquer des modèles simplement parce que ça représente un business, clairement, que la question de l'intelligence collective et locale, elle est évidemment là. C'est juste que des fois, on peut arriver justement en étant un peu conquérant et voilà. Et c'est pas forcément une bonne idée, mais moi je vais quand même insister de nouveau sur le côté multidimensionnel du service de mobilité, avec ses dimensions spatiales, urbaines, sociales et du paysage en fait, puisque vraiment les objets, on va dire, de mobilité créent des paysages, transforment les paysages urbains et donc la vie au quotidien, non seulement sur les mobilités, mais aussi plus largement. Et ça, je pense que pour toute réplication ou exportation de projets, il faut l'adapter à ces questions-là. Et peut-être du côté de l'AFD, d'un point de vue pratique, effectivement, pour nous, je pense que c'est aussi un peu notre rôle, ou peut-être mon rôle aussi en tant que chef de projet, c'est d'avoir en fait aussi les privilèges de pouvoir voir différents modèles et différents projets autour du monde, et on apprend beaucoup et on essaye à chaque fois donc, de privilégier ce type d'échange en fait sud-sud, nord-sud, sud-nord, puisque il y a quand même énormément de choses à apprendre en fait sur les différents modèles. Donc je parle beaucoup du Maroc, mais parce que je suis quand même assez admiratif en fait du système qu'ils ont, par exemple de financement de la mobilité urbaine au niveau étatique. Il est, si vous avez l'opportunité de regarder, donc c'est absolument incroyable. C'est quelque chose qui pourrait être répliqué vraiment ailleurs. D'ailleurs, un modèle qui a été mis en place, je pense, avec l'aide de la Banque mondiale. Ensuite, d'un point de vue pratique, nous, effectivement, donc on essaie à chaque fois, donc pour tous nos, on va dire pour nos appels d'offres, il y a certains bureaux d'études ici dans la salle. On essaie de systématiquement proposer aussi une partie de parangonnage ou de benchmark des voyages d'études à l'intérieur de ces appels d'offres, à l'intérieur de ces prestations. Et puis, en dessus de tout cela, donc effectivement, des activités des structures comme la Kodatu sont très importantes. On a effectivement beaucoup de partenariats. C'est quelque chose qu'on fait toujours avec, vous savez, avec des accords tripartites, c'est-à-dire qu'on mobilise AFD, donc met tout simplement le financement, et après il y a une relation donc des structures tierces qui travaillent donc avec Kodatu pour un bénéficiaire final dans nos pays d'intervention. Et c'est des modalités qui fonctionnent assez bien. Puis après il y a d'autres aussi, la coopération décentralisée, par exemple, qu'on finance. Mais voilà, en fait, je pense que c'est vraiment... je pense qu'on néglige parfois cet aspect-là de l'échange d'expertise, et ça peut être vraiment transformateur. Je veux dire,
vraiment, hein, quand il y a un maire qui arrive et qui voit en fait la qualité urbaine de Bordeaux, bah ça parle mieux que peut-être que 400 slides, sûrement. Hein, je veux dire, c'est quand même très, très important ce type d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois, à André, Cécile et Guillermo pour votre participation à cette table ronde. Et merci beaucoup à tous les réflexions et les questions qui ont été posées. Je trouve que c'était des échanges très enrichissants. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre quelques messages de la part de Codatu pour conclure cet événement de restitution du Forum Codatu qui a eu lieu à Bogota en juin dernier. Donc, Codatu, on a vraiment ce rôle-là, ce rôle d'intermédiaire pour faire circuler ces pratiques et ces modèles de mobilité urbaine. Et donc, on essaye de les faire circuler au mieux en accompagnant ces échanges entre les villes, entre les différents acteurs du secteur de la mobilité urbaine. Donc on organise différentes activités, Guillermo en a cité, on organise des visites techniques entre acteurs du Nord et du Sud, mais aussi des visites techniques entre acteurs du Sud, entre villes du Sud. On a aussi un club des autorités organisatrices de la mobilité, qui est un club actif qui se réunit 2 à 3 fois par an. Lors de nos différents ateliers, publications, etc., on associe à chaque fois des acteurs de différentes villes pour partager les bonnes pratiques et les expériences de différents endroits dans le monde. Et à chaque fois, on met beaucoup d'efforts et on a vraiment une grande attention sur le fait de traduire les discours des différents acteurs pour que chaque acteur le comprenne et puisse s'en inspirer dans sa propre réalité. Donc voilà notre rôle à Codatu. Et de manière générale, suite à cet échange aujourd'hui, suite à la tenue du forum à Bogota en juin dernier, j'aimerais vu dire qu'en interne à Codatu et avec nos partenaires, on a vraiment vu se créer une effervescence autour des échanges entre les acteurs latino-américains, autour de toutes les expériences qui sont en cours là-bas. Et donc, on vous confirme, on vous informe qu'on souhaite poursuivre cette dynamique à travers différentes choses, différentes pistes de collaboration et de travail qu'on a. D'abord, on souhaite, comme je l'ai dit en introduction, renouveler et pérenniser ces forums régionaux en Amérique latine qui réunissent les acteurs du secteur de la mobilité urbaine dans cette région. On souhaite aussi intensifier nos collaborations dans la région, et notamment avec le partenariat Mobilize Your City, avec qui on travaille déjà, mais on souhaite intensifier ces activités. On souhaite aussi accompagner le développement d'un réseau des autorités de la mobilité en Amérique latine. Donc voilà, ce sont des pistes sur lesquelles on travaille activement. Et on est en train de définir cette nouvelle stratégie à Codatu. Et donc là, je m'adresse à vous présents ici et connectés en visio, donc à nos membres, à nos partenaires, que si vous avez des projets en ce moment ou des activités dans cette région du monde dont vous souhaitez nous faire part, ou si vous avez aussi un intérêt pour développer des activités là-bas en Amérique latine, on est totalement ouvert à échanger avec vous sur ces sujets, parce que c'est en ce moment, on est en train vraiment de réfléchir à tous ces nouveaux projets et toutes ces nouvelles activités. Donc merci beaucoup d'être venu ici à Léonard Paris. Merci encore à Léonard pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci à tout le monde qui se sont connectés depuis différents pays. Et je vous dis donc à très bientôt. Et Jean-Jacques Éluin, délégué général de Codatu, souhaite intervenir. Juste un merci spécial à la régie qui nous a beaucoup aidé depuis ce matin à 9h et à l'équipe Codatu qui s'est beaucoup mobilisée pour cette journée un peu spéciale. Donc merci beaucoup à eux.